13. C'est surtout ce que va faire en Bourgogne, 5 ans plus tard, Robert de Molène. En 1098, il fonde l'abbaye de Cîteaux. Là, ça prend une autre dimension, puisque cette abbaye va rapidement donner naissance à ce nouvel ordre monastique que va donc être l'ordre cistercien. Le mot cistercien vient directement du nom de cette abbaye de Cîteaux. L'ordre cistercien va prendre corps un tout petit peu plus tard que la fondation même de Cîteaux. L'ordre va vraiment se développer à partir de la deuxième décennie du XIIe siècle, essentiellement sous l'influence de Bernard de Clairvaux, Saint Bernard. C'est lui qui va exiger le respect pur et dur de la règle de Saint-Benoît, et Saint Bernard va parcourir pratiquement toute l'Europe pour répandre cette parole. Il va faire de la sorte de l'ordre cistercien l'ordre monastique le plus influent auprès de la papauté, c'est-à-dire le plus puissant, pour tout le XIIe et les premières années du XIIIe siècle. Saint Bernard passe en Languedoc vers 1145. C'est lors de son passage qu'assez logiquement, les premiers moines qui étaient là depuis une cinquantaine d'années se sont affiliés, ont rejoint cet ordre cistercien. Alors c'est à partir de là que François s'est vraiment développé. C'est à partir de là que l'on a construit les bâtiments que vous allez voir. On n'a quasiment rien gardé des tout débuts bénédictins. Surtout, quand je dis que l'abbaye se développe, ça signifie qu'assez rapidement, on va trouver ici une communauté assez importante et qu'avec à peine un peu plus de temps, on va commencer à accumuler des richesses. Pour évaluer la richesse d'une abbaye cistercienne, on a l'habitude de regarder le nombre de granges qu'elle possédait. Attention à ce terme de grange, on l'utilise pour désigner ce qu'aujourd'hui on appellerait plutôt des métairies. C'était de véritables exploitations fermières qui faisaient vivre l'abbaye et qui lui appartenaient directement, puisqu'en se coupant du monde, ces abbayes allaient devoir fonctionner par elles-mêmes, en autarcie. En règle générale, 4 ou 5 granges dans les environs proches étaient amplement suffisants pour nourrir une communauté. Au XIIIe siècle, à la suite de nombreuses donations seigneuriales, Fontfroide en possédera jusqu'à 24, réparties dans toute la région, l'une d'entre elles étant même localisée en Espagne. Ça va représenter jusqu'à 30 000 hectares de terre. Alors évidemment, ce qu'on produisait en Espagne, par exemple, à ce moment-là, on ne le ramenait plus ici. Ces productions étaient excédentaires par rapport aux besoins de la communauté. On a tout simplement commercialisé ces excédents de production. Au XIIIe siècle, on avait réintégré un système économique tout à fait classique. Au XIIIe siècle, on parle autant d'une abbaye que d'une véritable entreprise agricole. Elle va prendre définitivement fin à la moitié du XIVe avec la peste noire, cette épidémie qui traverse toute l'Europe à partir de 1348 et qui ici va décimer la quasi-totalité de la communauté. On va se retrouver d'un seul coup avec une communauté tout à fait réduite, mais les richesses qui étaient déjà excédentaires le sont devenues plus encore, la peste noire ne faisant pas perdre les possessions terriennes. Ces excédents de richesses vont attirer des nobles ici.
Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce qu'était le système de la commande, c'est relativement complexe. On peut résumer en disant que du 15e au 18e siècle, on a confié la gestion financière de l'abbaye à ce qu'on allait appeler des abbés commendataires qui n'avaient d'abbé que le nom. Ils n'avaient aucune fonction religieuse. C'était simplement des administrateurs chargés de redistribuer les excédents de richesse à des abbayes ou à des monastères un peu plus pauvres, sans oublier bien sûr de se servir et de servir la papauté au passage, parce que dans un premier temps, c'est le pape qui désignait ces abbés commendataires. Assez peu de temps, très vite, les souverains d'Europe se sont débrouillés pour obtenir cette prérogative. François Ier obtient ça du Concordat de Bologne qui se tient en 1516. En règle générale, le pape choisissait des évêques ou des dignitaires religieux pour remplir cette fonction. Le roi de France, lui, va donner ce titre comme un titre honorifique. Pour lui, en fait, ça va être un moyen de remercier les personnes qui lui ont rendu service sans mettre la main directement à la poche. Donc à partir de là, on va voir des nobles, parfois encore des religieux, des abbés de cour, mais parfois même des laïcs, être chargés de gérer les biens de l'abbaye. Gérer, je ferais mieux de dire dilapider. Quand ces gens-là viendront vivre ici, ce ne sera pas systématique, mais ça va arriver. Quand ils viennent ici, c'est pour profiter des revenus, pour mener une vie de château, sans considération pour le côté religieux du bâtiment. Il faut dire que du 15e au 18e siècle, on ne dépassait jamais la dizaine de moines qui vivaient en même temps à Fontfroide. Et on a des livres de comptes de cette époque qui nous montrent que ces moines vivaient exactement comme des nobles, plus du tout selon les principes de la règle de Saint-Benoît. Vous comprendrez donc qu'à cette époque, on ne se soit pas gêné pour faire les transformations que j'évoquais dès la cour d'honneur. On vient ici mener une vie de château, on veut que l'abbaye ressemble un peu plus à un château. Donc on va créer cette cour, on va réaménager la cour que nous irons voir dans un instant, et exactement entre les deux, au-dessus de cette salle, à la place des 2/3 d'un ancien dortoir, on va créer des logis abbatiaux, des logements pour ces abbés commendataires, des logements auxquels correspondent les fenêtres à meneaux que je vous indiquais dès la cour.